Et ça, c'est un événement majeur, en fait, dans nos sociétés à nous. C'est qu'on a une jeune génération qui dit « mais moi, pas chez toi », et voire même pas en me payant plus cher. On a une explosion des atteintes à la santé mentale et aux troubles psychiques d'origine professionnelle. Qu'est-ce que ça va apporter? Troisième cible, à l'attractivité et la rentabilité des entreprises. Il y a un article dans le Code du travail qui s'appelle le L4121. Cet article, il dit « l'employeur protège la santé physique et mentale ». Il n'y croit plus. Du coup, comment on fait quand on part de là? C'est pour ça qu'on fait de l'écoute, non pas un espèce de truc bien à faire, mais si on veut être au rendez-vous de sa responsabilité d'employeur, c'est une condition et non pas un luxe. Il y a des tas de choses que tu pourras faire, même si toi tu trouves que c'est à la marge, pour ne pas laisser cette écoute en silence. Hello et bienvenue dans The Impactors, le podcast pour rendre votre boîte sexy et impactante. Hello Vincent, ravi de te recevoir. Bonjour Marc-Antoine. Alors, on entend tous parler de qualité de vie au travail. C'est un petit peu un buzzword aujourd'hui, mais honnêtement, faut avouer que des fois, ça sonne un petit peu creux. Et donc, je voulais vraiment parler de ça ici avec un expert du sujet pour à la fois faire avancer les choses, aider les personnes qui sont dans les entreprises à se saisir de ces sujets et aussi sensibiliser sur l'impact que le travail peut avoir sur notre santé physique et mentale. Vincent, tu as démarré ta carrière en tant qu'ouvrier. Tu es passé ensuite directeur d'usine, expert en prévention à la CARSAT, puis consultant et professeur associé à l'université d'Aix-Marseille. La santé au travail, tu as écrit un livre dessus. La QVT, en finir avec les conneries. Et enfin, tu as lancé la fondation 4121, un projet scientifique auquel Bicorp est associé et qui a pour ambition de rassembler 1000 entreprises pionnières sur le sujet de la santé au travail. On va voir avec toi l'impact que le travail peut avoir sur notre santé physique et mentale. Comment faire pour ne pas avoir une démarche de qualité de vie au travail qui soit faite que d'artifice et l'impact que la santé au travail peut avoir sur les performances d'une entreprise. Si tu veux bien, Vincent, je te laisse te présenter. D'abord, je te remercie de l'invitation. C'est trop sympa de me donner l'occasion d'en parler. Donc, moi, je suis le président de la fondation Projet 4121. C'est une fondation qui porte un projet de recherche unique qui ambitionne d'engager 1000 entreprises et organisations, toute France, tout secteur d'activité, toute taille, pour intégrer une démarche d'écoute des travailleurs avec une méthode qui permettent de mettre au cœur du management le mieux faire et mieux vivre son travail ensemble. Et derrière, c'est en mesurer les résultats sur 3 cibles, donc mesurer scientifiquement les résultats de cette démarche d'écoute des travailleurs sur 3 cibles. Qu'est-ce que ça va apporter, première cible, à la santé physique et mentale des travailleurs? Qu'est-ce que ça va apporter, deuxième cible, à la santé physique et mentale des dirigeants, souvent les grands oubliés du sujet? Et enfin, qu'est-ce que ça va apporter, troisième cible, à l'attractivité et la rentabilité des entreprises? Donc ça, aujourd'hui, c'est la fondation que je porte. Ta deuxième question, c'est comment j'en suis arrivé là. Donc moi, à la base, j'ai découvert le monde du travail en tant qu'ouvrier. Ensuite, j'ai été chef d'équipe, j'ai été directeur d'usine. Et donc, je me suis passionné pour le management de la performance, mais les modèles que je voyais autour de moi dans les années 90 ne m'allaient pas, ils ne me plaisaient pas en fait. C'était des modèles de management hyper descendants, très hiérarchisés, et je m'y reconnaissais pas. Et donc, plutôt que de les adopter pour moi-même, j'ai ouvert une autre opportunité, j'ai essayé quelque chose, on va dire. J'ai voulu écouter les travailleurs sur tout ce qu'ils pouvaient proposer pour justement développer ensemble une meilleure façon de bosser. Et ça, c'était pas vraiment la norme. Donc, comme on disait ensemble, c'était un chemin nouveau. C'était hasardeux parce que libérer la parole des travailleurs sur la façon dont ils peuvent mieux faire, mieux vivre leur travail, c'est parfois ouvrir des espaces de discussion, mais surtout derrière d'espoir de changement qui peuvent pas tous être satisfaits. Donc, c'est un chemin qui est passionnant, hyper exigeant, qui ne peut pas non plus n'être que ce chemin-là. On ne peut pas faire que écouter les équipes avec lesquelles on travaille pour les manager, ça ne fonctionnerait pas.
et devant les résultats, parce qu'en fait, les résultats nous ont donné raison. On a eu des résultats qui, avec cette approche-là, ont dépassé toutes nos attentes, quoi. Et ils dépassaient tous les résultats des équipes qui n'avaient pas engagé un management comme celui-ci. C'est là que je me suis dit, mais on a trouvé quelque chose de super intéressant. D'ailleurs, pour le quoi on n'avait jamais été formé, quoi. Donc, je suis allé voir Aix-Marseille Université et je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait que on puisse donner à de futurs cadres des repères justement sur ce management qui se porte à l'écoute de ses travailleurs, mais pas de façon angélique, pas n'importe comment. Et ils ont été OK. Ce qui fait que ça fait 25 ans maintenant que j'enseigne le management participatif à Aix-Marseille Université où j'ai été nommé professeur associé. Et puis ensuite, après avoir été directeur d'usine, donc j'ai intégré la direction des risques professionnels de la CARSAT, donc à Marseille pour tout PACA et Corse. J'y suis resté 10 ans, je finissais en dirigeant les équipes de prévention justement de PACA et Corse. Et j'ai découvert donc un nouveau monde puisque j'étais dans le monde de la performance avant, pur et dur, quoi. Quand on dirige une entreprise, voilà, c'est ce qu'on nous demande. Et donc là, je découvre le monde de la santé au travail. Entre nous, ce qui montre à quel point, puisqu'on ne m'en avait jamais parlé, la santé au travail était, ça l'est encore trop aujourd'hui, totalement absente des écoles de la performance, quoi, puisque c'était deux sujets qui s'ignoraient, quoi, voire même qui s'affrontaient. Donc je découvre le monde de la santé au travail, je découvre les responsabilités qui étaient les miennes après coup. Donc ça, c'était quand même assez saisissant. En découvrant les pratiques, je me rends compte d'une chose, c'est que la santé au travail, c'est quelque chose, donc c'est une discipline qui dit beaucoup de choses aux salariés. En gros, on dit beaucoup aux salariés quoi porter, on leur dit quoi faire, quoi ne pas faire, on leur donne des procédures, on leur dit d'aller en formation, et on a raison. Il faut dire aux salariés que tel type de propos ne sont pas acceptables, que tel type d'attitudes ne peuvent pas être acceptées. Enfin, il y a des choses à dire, il y a des choses à respecter, c'est sûr. Mais par contre, si la santé au travail parle beaucoup, elle écoute peu. Et ça, je me rends compte que trop de salariés, et quand je dis salariés, hein, Marc-Antoine, je parle aussi des managers, hein, je parle pas que des opérateurs et des ouvriers. Trop de salariés me disent, oui, mais moi, je veux bien qu'on me dise que ma santé, c'est une priorité, voire ma sécurité, c'est une priorité, et qu'on n'arrête pas de me donner des messages, des consignes, des procédures, des rappels, ok, mais ne me dites pas que c'est une priorité, c'est ce qu'il me disait. C'est parce que, en fait, moi, j'ai des outils qui peuvent déconner et qui m'empêchent de bien faire et bien vivre mon boulot. J'ai pas les bons outils, ils marchent pas bien, même numérique, hein. Ou alors, moi, j'ai pas la bonne organisation du travail, notamment, j'ai une charge de travail qui déconne, voire je n'ai pas les bonnes relations au travail, ça va pas. Justement, là, on voit que ça va beaucoup plus loin. Est-ce que tu arriverais à définir c'est quoi précisément la santé au travail? Ah oui, c'est hyper défini ça. Et tu vois, juste pour finir sur cette expression, tu vois, de remonter les salariés, ces salariés, tu vois, qui me disaient, ben moi j'ai des problèmes techniques, d'organisation, de relations, voire de projection dans mon emploi. C'est là que ça ne faisait pas sens en fait pour eux. C'est qu'ils se disaient c'est pas une priorité puisque moi je dois vivre avec ça, ça me fait mal et personne ne fait rien. Et l'idée, et c'était ça l'idée, c'était d'engager des démarches qui se mettent à écouter les travailleurs pour qu'enfin ils puissent sortir d'une situation où ils vivent des contraintes qui ne sont pas acceptables pour participer aussi à leur solution. Et donc, pour répondre à ta question précise, alors la santé au travail, c'est quoi? Ben, c'est très bien défini en fait. La santé au travail, elle a été définie en 1950 et c'est une définition qui a la peau dure parce que personne ne la remet en cause, enfin en tout cas pas grand monde. La santé au travail a été définie en 1950 par l'Organisation internationale du travail, suite à la définition que l'OMS avait donnée de la santé sur Terre donc. Et la santé au travail, c'est un état de bien-être physique, mental et social qui doit donc s'appliquer à toutes les professions. Donc c'est ça exactement cette définition-là. Et ta question est importante parce que cette définition-là, parfois on la laisse juste passer comme ça en disant oui c'est logique, mais elle a des implications qui sont considérables parce qu'elle dit que la santé est un état de bien-être physique, mental et social. Elle ne dit pas que c'est un état de bien-être physique, mental ou social. C'est-à-dire qu'elle dit à tout le monde qu'il n'y a pas d'atteinte à la santé qui ne va pas affecter le bien-être physique et mental et social de toute personne qui le reçoit. Et ça veut dire que quand je me fais mal, parce que je me prends un coup de marteau ou parce que je me prends une insulte au travail, ça veut dire que les 3 dimensions de ma santé, mon bien-être physique et mental et social vont être affectées par ça. En fait, on a l'impression que jusqu'à maintenant, les entreprises se sont concentrées uniquement sur le physique. C'est tellement vrai, Marc-Antoine. C'est tellement vrai. Puis c'est là où la santé au travail a perdu, entre guillemets, ce qu'on appelle son approche globale, quoi. C'est que les employeurs, si on veut le rappeler comme ça, Marc-Antoine, les employeurs, en fin de compte, et c'est pour ça que c'est important d'en parler et de la définir, parce que c'est leur point de rencontre avec leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a un article dans le Code du travail qui s'appelle le L4121. Cet article pose la chose de façon très claire et depuis plus de 22 ans. Il dit, l'employeur protège la santé physique
et mentale. Donc là, l'employeur est extrêmement clair, c'est la santé au travail, physique et mentale, comme on l'a dit tout à l'heure, pas physique ou mentale, qui est le point de rencontre de la responsabilité de l'employeur. Et donc, malgré le fait que depuis 1950, les 3 dimensions de la santé sont connues et définies et qu'elles ont revendiqué ce tout indissociable, malgré le fait que le Code du travail les replie en 2002 pour dire aux employeurs de façon officielle, et d'ailleurs, Marc-Antoine, il y a même des employeurs qui ne le savent pas encore, qu'ils doivent protéger la santé physique et mentale. J'ai eu beaucoup de débats avec des employeurs qui ne le savaient même pas. Et malgré le fait qu'en 2022, l'Organisation internationale du travail l'a inscrit comme un droit fondamental, il n'y en a que 5, c'est le 5e des travailleurs, le droit à la santé physique et mentale, eh bien, c'est le physique qui l'a emporté et qui aujourd'hui résume trop les pratiques. Pour des tas de raisons, on pourra en parler, mais notamment parce que le physique, une blessure physique se voit, elle s'impose aux parties, ça résulte d'un diagnostic médical avec analyse à l'appui, diagnostic à l'appui, enfin voilà, radio à l'appui, tout ce qu'on peut imaginer. Ça se produit et ça se voit sur le lieu du travail au moment où ça survient. Et donc, les employeurs, et j'allais dire poussés par une société aussi, qui a pas fait à la santé mentale la place qu'elle aurait dû lui faire, n'ont pris en charge que les atteintes à la santé physique dans les faits, pas dans les envies, mais dans les faits, et ne regardent que les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont on sait par exemple, pour illustrer le propos, qu'il n'y a aucun tableau de reconnaissance des maladies professionnelles d'ordre psychique. C'est 100% des maladies professionnelles qui sont des atteintes premières à la santé physique, qui sont reconnues par défaut, qui peuvent l'être comme maladies professionnelles. Donc poussés par une société qui ne reconnaît que ça, les employeurs sont rentrés là-dedans, et donc derrière, il y a un blackout total dans les pratiques sur la santé mentale. Et d'ailleurs, la meilleure façon de le démontrer, c'est que l'employeur doit protéger la santé physique et mentale, mais il ne compte que les accidents du travail. C'est quand même étonnant, tu as une responsabilité sur 2 champs, mais tu ne regardes ce qui se passe que sur un seul. Donc, ils sont aveugles à la santé mentale et c'est bien ce qui a déconné. En fait, ce qui a déconné, c'est cette absence de vision holistique où on se concentre uniquement sur le physique. Et ensuite, il y a aussi cet aspect vraiment descendant où la santé au travail, c'est des procédures et tout ce que tu disais au début, ton projet 41-21, c'est lunaire aujourd'hui. Ça paraît lunaire quand on découpe ça, parce que aujourd'hui, la santé au travail, c'est que des procédures inscrites dans le marbre et qui ne sont pas trop flexibles. En fait, c'est vrai, il en faut, j'insiste là-dessus, parce que tu vois, faut pas faire renverser la table en disant il en faut aucune, il en faut, mais le souci, c'est celui dont tu parles, Marc-Antoine, tu as raison, c'est que ça se résume entièrement à ça. Et là où on a, et moi ça fait 25 ans que j'ai engagé cette aventure, là où on a pris ce parti pris, c'est que si on comprend d'un côté que c'est une santé physique et mentale dont il s'agit, donc si l'on comprend que si la santé physique, les atteintes à la santé physique se voient, les atteintes à la santé mentale s'écoutent. Ça, c'est par nature la seule façon de les identifier. Donc, on comprend que l'écoute des travailleurs, c'est déjà la seule façon de savoir si leur santé globale, physique et mentale est affectée. Et d'autre part, dans le travail, il y a une modélisation que j'aime bien parce qu'elle est simple en fait, mais elle est très puissante. On dit que toute situation de travail, toute personne qui est en situation de travail, donc quoi qu'elle fasse, qu'elle soit sur un chantier de BTP, derrière un bureau, face à des élèves, peu importe, ou face à des patients, donc toute personne en situation de travail, on dit que sa situation de travail est composée de 4 dimensions différentes. Une dimension technique, une dimension organisationnelle, une dimension relationnelle et une dimension conjoncturelle. Pour les imager, une dimension technique, ça veut dire elle bosse avec des outils, des produits, des locaux, très bien. Une dimension organisationnelle, c'est-à-dire qu'elle bosse avec des objectifs, avec des moyens, avec une planification, avec une charge de travail, avec une autonomie à pouvoir ou non décider sur ce qui est son travail et son organisation. On appelle ça la latitude décisionnelle. Et troisième dimension, elle bosse dans sa dimension relationnelle avec des gens avec qui ça peut bien ou pas bien se passer, que ce soit des clients, que ce soit des collègues, que ce soit des hiérarchiques. Et quatrième dimension, la dimension conjoncturelle, c'est cette personne arrive ou pas à se projeter au vu de ce que l'entreprise, de l'évolution de l'entreprise dans son écosystème. Je m'explique, c'est que on peut avoir des entreprises qui annoncent le rachat d'un concurrent, et ça, cette nouvelle-là va pouvoir affecter la santé d'une personne qui va se trouver soit rassurée ou qui va se trouver soit inquiétée par cette nouvelle. Et évidemment, quand c'est une réduction d'effectifs, ça c'est pas la même. Donc, en gros, si on regarde ça, ça veut dire que si on comprend que d'un côté, je dois protéger la santé physique et mentale. OK. Et que de l'autre, mon boulot, c'est de voir qu'est-ce qui, dans une situation de travail, peut faire mal, physiquement et mentalement toujours, à mes travailleurs. En gros, si je dois protéger ça, voyons ce qui peut les blesser, quoi. Ça veut dire que je dois regarder si dans l'environnement technique, l'organisation, les relations et la projection, on va l'appeler comme ça, dans l'emploi, quelque chose ne va pas bien, quoi. Eh bien,
de la même façon, l'environnement technique se voit. Les employeurs ont beaucoup agi sur l'environnement technique. Parce que quand un salarié disait j'ai ma machine qui n'a plus de sécurité, ça se voyait, puis on agissait là-dessus, quoi. Donc, il y a eu énormément d'actions qui ont été engagées sur l'environnement technique. Je veux dire, les locaux, les outils, les produits sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque les accidents du travail ont fortement diminué de plus de 25% en 20 ans, parce que ça s'est pas fait tout seul, ça s'est fait comme ça. On a mis des protections sur les machines, on a mis des protections sur les gens, et on a donné des procédures pour que des gens en sécurité bossent avec des machines en sécurité. Le souci, c'est le même que ce qu'on a vu pour la santé mentale, c'est que si je veux savoir si les salariés ont des problèmes liés à leur organisation, leur charge de travail, leur relation au travail ou leur projection, ça ne se voit pas, ça s'écoute. Je ne peux pas savoir ça si je ne les écoute pas. Et c'est là que le bas blesse. On rencontre un management qui est encore majoritairement descendant, donc l'écoute n'est pas sa qualité première. Et en plus de ça, quand ça remonte, quand un salarié, j'étais hier avec une salariée, Marc-Antoine, que j'ai rencontrée, qui me dit quoi? Elle me dit, quand je faisais une conférence là-dessus, elle me dit, mais en fait, moi, je me suis retrouvé dans une situation toxique avec mon manager. Elle me dit, voilà, elle me donne des éléments factuels de cette dégradation, mais vraiment extrêmement fort, avec des violences verbales à l'appui. Elle me dit, j'ai sollicité la référente harcèlement de l'entreprise. Elle me dit, je suis pas allé voir un tiers, je suis même pas allé voir l'inspection du travail. Enfin, je suis allé voir ce que l'entreprise a mis en place pour pouvoir gérer ces situations. Seulement, c'était hiérarchiquement. Eh bien, elle me dit, quand j'ai sollicité cette personne, donc que j'ai parlé d'un problème qui n'était pas technique, il était relationnel en l'occurrence, que j'ai sollicité cette personne pour dire je vis mal et je vais mal du fait de la relation qui m'est imposée. La réaction de l'entreprise suite à cette sollicitation, ça a été de lui demander d'arrêter de dénigrer son manager sur des choses qui n'étaient pas objectives. Donc elle s'est retrouvée enfermée dans sa situation et elle a plongé vers l'épuisement professionnel, donc le burn-out, toute seule, en me disant je n'ai plus jamais osé en parler parce que j'ai compris que la chose se refermait sur moi. Donc en gros, c'est pour ça qu'on fait de l'écoute, non pas un espèce de truc bien à faire, non pas un supplément d'âme qui serait sympa pour les salariés, mais si on veut être au rendez-vous de sa responsabilité d'employeur, l'écoute est indispensable à identifier les atteintes à la santé mentale. L'écoute est tout autant indispensable à identifier tout ce qui, dans l'organisation, les relations et la projection, peut faire mal au travail. C'est une condition et non pas un luxe. C'est une condition d'atteinte. On dit que c'est consubstantiel, l'écoute, à la santé au travail, qui est le point de rendez-vous de la responsabilité de l'employeur. Donc voilà le nœud vraiment, en tout cas le cœur j'allais pas dire du combat, mais en tout cas de l'engagement qu'est le mien, mais non pas pour embêter les entreprises, non pas, mais pour les sortir de tout ce qu'elles peuvent constater de plus en plus aujourd'hui comme perte d'attractivité de gens qui ne veulent plus vivre ce qu'ils avaient pu supporter avant. C'est ça. Et l'écoute, pour rebondir là-dessus, je dirais, c'est même la clé dans tous les domaines. Par exemple, aujourd'hui, tu as la transformation environnementale et digitale pour toutes les entreprises. Et chez beaucoup, c'est des démarches descendantes, donc comme pour la santé au travail. Et du coup, tu crées de la résistance au changement. Et cette résistance au changement, si tu veux la réduire, ce que tous les baromètres disent, c'est les employés sur le terrain attendent plus d'écoute. Donc les entreprises ont vraiment à y gagner. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Ça se résume beaucoup. Moi, j'aime bien cette formule-là. C'est il faut passer du faire pour, je fais pour vous, je dis pour vous ce qu'il faut que vous fassiez, voire pensiez, à faire avec. Je fais avec vous. Il faut passer du faire pour à du faire avec. Et c'est tellement vrai que si tu regardes ce que tu cites, il y a un rapport, moi j'ai beaucoup de respect pour cette institution-là, le Comité économique, social et environnemental. Il y a un rapport du CESE qui est sorti et qui a fait des propositions concernant l'impact du réchauffement climatique sur les conditions de travail. Eh bien, ce rapport préconise que, ça c'est un projet que je porte depuis plus de 1 an et demi, mais ce rapport préconise que l'écoute des travailleurs devienne le premier principe général de prévention. Donc on voit bien qu'il tire exactement du même côté que ce que tu viens d'identifier. Et si j'en prends un autre, on a les assises du travail, qui ont été portées par Jean-Dominique Sénard et puis qui ont été portées par Sophie Thierry, qui est une figure de proue aussi de cet engagement-là. Les assises du travail produit un rapport qui, parmi ses propositions, fait exactement le constat que tu viens de faire, c'est il faut mettre, donc ils ont repris cette proposition-là, l'écoute des travailleurs comme premier principe général de prévention, mais ils le mettent évidemment dans un cadre plus grand, dans une plus grande bigger picture, comme disent les Anglais, c'est-à-dire il faut passer à une implication des salariés dans l'organisation du travail qui est le leur. C'est ça. Donc, aujourd'hui, dans la santé au travail,
on voit quand même que même si ce n'est pas encore pris en compte à sa juste valeur, c'est quand même un enjeu qui a pris de l'importance, qui a pris de la place ces dernières années dans les entreprises, et ça a développé toute une industrie de la QVT, de la qualité de vie au travail, qui implique plein de domaines. Par exemple, j'interviens personnellement sur la mobilité, donc sur les déplacements domicile-travail. Donc il y a un impact bien sûr environnemental, mais aussi vraiment du coup sur la santé du travailleur. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'offres qui se sont développées sur la QVT. C'est devenu une véritable industrie. Récemment, dans une interview que tu donnais à l'usine Nouvelle, tu disais que cette QVT, elle s'était gadgetisée. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Si on regarde les stats, alors avant de regarder les stats, je vais juste redire ça, je tiens à le dire à chaque fois, Marc-Antoine, c'est que le travail, on le sait, est facteur de santé. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est pas idéologique, c'est que toutes les études scientifiques des populations privées d'emploi montrent la dégradation de leur état de santé par rapport aux populations qui sont en emploi. Donc, le travail par nature est facteur de santé. Sauf que quand il ne se passe pas bien et qu'il ne se vit pas bien, donc à ce moment-là, il vient affecter ou il peut affecter la santé. Donc, je le dis pas juste comme un petit truc que je balance et next, mais c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'il faut refaire du travail un facteur de santé. Et donc, pour reprendre ce que tu disais, pourquoi je parle de la gadgetisation? Mais ça rejoint à ce qu'on se dit. C'est ce qui s'est produit, c'est que ça s'est beaucoup passé après 2010, tout le scandale des suicides professionnels, enfin voilà, qui a saisi l'opinion, qui a saisi les médias, qui a saisi la politique et les institutions. Bon, il a été question, comme tu dis, de réagir, d'arrêter de ne faire que d'agir sur les machines, les produits, les outils, les protections individuelles, même si c'était important. Eh bien donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il n'y a pas eu on aurait pu espérer que ce soit enfin l'approche globale de la santé au travail qui soit remise au centre des pratiques, que ce soit enfin l'approche globale des situations de travail dans leurs 4 dimensions qui soit remise au centre des pratiques. Et donc, l'écoute des travailleurs se réinvestisse dans chaque entreprise pour pouvoir participer à l'amélioration continue de leurs conditions de vie au travail. Eh bien, c'est pas ce qui s'est produit parce que de la même façon, en résistance, parfois en peur. Quand on parle de l'écoute, souvent les dirigeants disent « mais moi j'ai peur de la boîte de Pandore, ça va partir dans tous les sens, ils vont tout vouloir et derrière je vais me retrouver encore plus mal qu'avant ». C'est sûr que ce sera le cas si on y va, je veux rester poli quoi, mais si on y va avec son stylo et son couteau quoi. Bon, mais c'est sûr, il faut y aller avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, des démarches qui vont donner des résultats parce qu'elles seront maîtrisées avec une méthode, une préparation de moyens, une promesse qui se tiendra, etc. Bon. Eh bien, au lieu de faire ça, par peur de faire ça, puis porté par l'urgence, quoi, il s'est développé une offre qu'on a appelée non pas prévention des risques psychosociaux, parce que ça faisait peur, qu'on a appelée qualité de vie au travail, ok, pourquoi pas, mais qui, elle, a tout fait sauf revenir sur un débat et une transformation du travail par celles et ceux qui le font. Cette offre, c'est une offre qui s'est mise à compenser les effets du travail sur la santé des salariés. C'est pas prévenir les effets, c'est les compenser par ce que tu citais, c'est-à-dire des applications, par exemple, où les gens pouvaient dire comment faire pour bien dormir et se donner des conseils, je te promets que c'est vrai, sur des marques de matelas, par des séances de yoga, des séances de méditation, par des massages, par des séances de sieste, etc. Ou alors, évidemment, on peut pas ne jamais citer le baby-foot ou le terrain de pétanque qui fait que tout va aller mieux parce qu'on va aller se défouler. C'est ça. Et donc, c'est ça que je dénonce. Je dis, ça, c'est du gadget. Pourquoi c'est du gadget? Parce que c'est important à faire quand l'essentiel est fait. C'est l'essentiel après l'accessoire. C'est juste pas possible, quoi. Donc, c'est ça que je dénonce. Et je dis, depuis 2016, j'avais eu la chance, j'avais pu écrire une tribune dans Le Monde, où déjà en 2016, là, devant un silence assez fort quand même officiel sur ces déviations de pratique, voire ces déviances de pratique, je dis, pour revenir au débat et à la transformation du travail par celles et ceux qui le font avec des méthodes éprouvées, voilà, avec une maîtrise de ce processus-là, quoi. Donc voilà, c'est exactement de ça dont il s'agit. Et après, je mets une dernière mise au point parce qu'à chaque fois, je me fais plein d'amis. J'adore le yoga. J'en fais pas, j'y arrive pas, mais j'adore le yoga. J'aime beaucoup la méditation. Enfin voilà. Mais l'idée, c'est faisons-le après avoir fait l'essentiel. Et allons chercher, dans des approches comme celle-ci, le reste à gagner de la santé physique et mentale des travailleurs. Je me permets d'interrompre cet épisode pour vous présenter le pourquoi derrière ce podcast. Je suis Marc-Antoine Bouteitor, Impact Manager, vulgarisateur et podcasteur. Ma passion,
chasser les meilleures opportunités pour rendre les boîtes sexy et impactantes. Un jeudi sur deux, je reçois ici les experts et talents cachés du net zéro, du future of work et du marketing durable. Le but, vous partagez leurs méthodes secrètes pour mettre votre impact en mode turbo. À la fin de chaque épisode, vous repartirez avec des méthodes actionnables, des ressources concrètes et des outils efficaces pour faire de votre boîte une meilleure version d'elle-même. Pour aider cet épisode à toucher un max de monde, pense à t'abonner et mettre un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On y retourne. Oui, en fait, le souci que tu pointes de la QVT, c'est encore cette façon descendante d'incorporer des dispositifs qui vont, comme tu disais, contrecarrer la pénibilité au travail. Donc, on va mettre une séance de yoga. Et aujourd'hui, c'est vrai. Par exemple, tu parlais du baby, du ping-pong. La vérité aujourd'hui, c'est que c'est un red flag. Ma génération, dans l'offre d'emploi, les gens qui voient ça, mais de suite, ça veut dire, ouais, on te met ça, mais en retour, par contre, tu vas marner, quoi. La Qu'est-ce que vérité, ça c'est cache, ça. quoi? C'est ça. La vérité, c'est ça. Donc, en fait, les entreprises, ce qu'on disait, on a tout à gagner à revenir à l'écoute. Et toi, ça fait 25 ans que tu es là-dedans. Et je trouve, ce qui te rend vraiment unique là-dessus, c'est que ta plus-value, c'est que tu es parti, tu es quelqu'un du terrain à la base. Tu es un ouvrier à la base, tu es parti du terrain avant de devenir un chef d'équipe, un directeur et ensuite, voilà, et un manager pour ensuite intégrer la CARSAT et ensuite consultant. Et du coup, tu as une expérience et une approche complète. Sur ces 25 ans, est-ce que tu as réussi à dégager des tendances sur l'impact que peut avoir sur une entreprise la prise en compte des besoins des salariés, que ce soit sur la performance économique de l'entreprise, sur l'absentéisme au travail, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que tu as réussi à dégager des tendances? Alors, je vais en citer 3. Premièrement, une tendance énorme, c'est la tendance dont tu as parlé au début. C'est cette jeune génération, parce que malheureusement pour moi, on n'est pas de la même. Donc, cette jeune génération dont tu parles, et moi je suis tellement, après j'allais dire admiratif de ça, qui est très vigilante sur ce qu'elle va donner et ce qu'elle ne veut pas donner de sa santé, de ses équilibres au travail. Et ça, c'est un événement majeur en fait dans nos sociétés à nous, c'est qu'on a une jeune génération qui dit mais moi pas chez toi et voire même pas en me payant plus cher. Et ça vient perturber un immense statu quo qui est favorable à notre sujet, puisque les employeurs aujourd'hui parlent beaucoup plus d'attractivité, par exemple, que de coûts, hein, même si tout est lié. Donc, première tendance, et cette tendance-là, c'est une lame de fond, qui en plus a contaminé les générations plus âgées, en particulier après le confinement, qui se sont aussi dit, mais est-ce que j'ai bien raison de retourner bosser là où je bosse quand je ne le vis pas bien? Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, première tendance. La deuxième tendance, elle se retrouve exactement dans les chiffres, quoi. C'est que on a une explosion des atteintes à la santé mentale et aux troubles psychiques d'origine professionnelle. Ça explose. Donc ça veut quand même bien dire que soit on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Et on a même des études qui ont démontré, comme tu le disais en parlant de red flag, que toutes les approches QV gadgetisées, même parfois, il y a eu une tentative d'inverser le tir, de corriger le tir en appelant ça, tu sais, la qualité de vie et des conditions de travail. On a rajouté un C. Mais le problème, c'est que ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que la définition de source, ça a changé un peu les mentalités, mais dans les pratiques, la définition originelle de ce qu'est la QVT n'a toujours pas été harmonisée. Donc, tout le monde y met un peu ce qu'il veut. On dit toujours, on défend pas un territoire sans frontières. Donc, si on n'est pas à la frontière de sa définition, tout le monde y va. Et on peut voir aujourd'hui sur des sites des gens qui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, qui vendent des fauteuils massants. J'aime bien les fauteuils massants, mais qui vendent des fauteuils massants et c'est marqué acteur de votre QVCT. Voilà, ils ont passé du QVT avant à QVCT. Donc, la deuxième tendance qu'on peut voir, elle est hyper inquiétante. C'est qu'on a une explosion des atteintes à la santé mentale. Mais ça se comprend. Si je ne regarde pas la santé mentale, en gros, pour le dire comme ça, aveugle à la santé mentale, qui ne remonte dans aucun indicateur, et sourde à l'expression du travail dans la partie organisation, relation et projection, forcément, c'est le champ libre que je laisse à ce que toutes les méthodes de management puissent venir dégrader la santé des personnes.
Et on voit bien, ça c'est à la racine de cette deuxième tendance, on voit bien que, par exemple, c'est pas juste des impressions, quoi. La DARES, qui est l'institut donc d'études du travail du ministère du Travail le plus reconnu, hein, il fait référence. La DARES nous dit quoi? Elle nous dit que sur les 20 dernières années, y compris dans les services, et je parle même pas dans la fonction publique, qui a aussi connu ça, la DARES nous dit que le travail s'est intensifié, point 1. Elle nous dit que le travail s'est divisé, point 2, même dans les services, où des gens qui avaient, par exemple, la gestion d'un client tout entier se retrouvent gérer une seule partie de la gestion du client, ce qui est un gros sujet pour le sens qu'il y accorde. Ouais, moins de sens. Eh oui. Troisièmement, la DARES nous dit que le travail s'est sous-traité, voire même jusqu'à subériser. Et quatrièmement, elle nous dit que le travail s'est court-termisé dans le sens où on va chercher à ce que tout le monde soit efficace en temps réel tout le temps. Et que grosse pression, quel que soit le nom qu'on lui donne, des objectifs de résultat, des KPIs ou j'en sais rien, est mise pour qu'on soit productif tout le temps. Et ça va être augmenté encore par l'intelligence artificielle. Or, on ne peut pas construire ensemble de santé sans s'y consacrer et y consacrer du temps. Et le temps que je vais passer à écouter mes salariés sera pas du temps où je vais vendre, ce sera pas du temps où je vais pouvoir répondre au téléphone. Enfin, oui. Et donc, ça veut dire que je suis obligé de sacrifier à une rentabilité immédiate pour consolider ma performance globale et dans le temps, quoi. Et ce quatrième entrave de la court-termisation des résultats, eh bien, c'est le dernier clou dans le cercueil de la santé au travail qui a dévissé complètement sur ces tendances. Donc, deuxième tendance, c'est ça. Et troisième tendance, c'est que malgré tout, les entreprises ont fait, comme on dit, des choses. Elles ont mis en place des hotlines psychologiques, elles ont mis en place des masses de formation aux risques psychosociaux, mais elles ont mis aussi beaucoup de systèmes d'écoute, des baromètres sociaux, des sondages internes, etc., qui n'ont rien changé. Et ça, c'est la troisième tendance, c'est que les gens ont compris que s'exprimer ne changeait rien. Et on a décrédibilisé, on a perdu, l'entreprise a donc fait s'effondrer le crédit de sa parole aujourd'hui quand elle dit « je vais vous écouter ». Et d'ailleurs, quand tu lances une démarche qui dit ça, la majeure partie des salariés qui entendent un employeur dire « on va vous écouter pour transformer donc avec vous les », ils n'y croient plus. Et donc, du coup, on part de comment... Donc, du coup, comment on fait quand la confiance elle est rompue, quand on part de là? Ben, comment on fait, c'est... on a tous droit à l'erreur. L'entreprise, l'employeur, tous, on a tous droit à l'erreur. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, moi, c'est mon credo aujourd'hui, c'est il faut bien comprendre pour bien agir. Ça, c'est vraiment... Pourquoi je dis ça, Marc-Antoine? Parce qu'il y a tellement de gens qui agissent sans savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, en regardant juste si ça se vend. Donc, bien comprendre pour bien agir. Donc, premièrement, il faut qu'on ait dans chaque entreprise une culture commune de notre sujet. La question que tu posais, Marc-Antoine, tu vois, sur ce qu'est la santé au travail, voilà. Ça doit pas être un happening de notre webinaire pour certains. Ça doit être une culture partagée et tous les employeurs doivent savoir qu'ils sont en charge de la santé physique et mentale. Donc, premièrement, bien comprendre, c'est de quoi je parle et de quoi il s'agit. Donc, bien comprendre. Donc, ce qui veut dire quand une entreprise veut faire, il faut déjà partager avec elle et qu'elle partage en interne une même culture sur des fondamentaux du sujet. C'est quoi la santé au travail? C'est quoi la qualité de vie au travail? Qu'est-ce que c'est pas? La qualité de vie au travail, la proposition qu'on a faite de la définir a été reprise par une brochure soutenue par l'Organisation internationale du travail. La qualité de vie au travail, ce n'est pas mettre des choses en place, c'est évaluer la façon dont les gens perçoivent leur travail dans toutes ses dimensions et la satisfaction ou pas qui en résulte. C'est une mesure de satisfaction. Alors que la santé au travail, c'est la mesure d'un état de santé. Bon. Cette distinction-là, par exemple, ça permet déjà de se dire chez nous, quand je te parle de ta santé au travail, je parle de ta santé physique et mentale. Quand je te parle de ta qualité de vie au travail, je parle de ton niveau de satisfaction sur ce que tu vis dans ton travail. C'est deux choses différentes qui ne doivent pas supplémenter. Donc, comment faire? C'est premièrement, bien comprendre. Ok, on a bien compris ce qu'il fallait faire. Et deuxièmement, c'est bien agir. C'est totalement lié. Et pour bien agir, il faut être à la hauteur de sa promesse. Et là, je rejoins ce que tu disais, Marc-Antoine, surtout pour des gens qui ont déjà vécu des promesses non tenues sur ce sujet-là. Et il faut que cette promesse soit tenable. On ne va pas faire un open bar aux salariés en leur disant « dites-nous tout ce que vous voulez et on va le faire ». Personne n'y croira, mais les gens vont quand même proposer des choses et ça va leur faire mal de voir qu'on les a sollicités et que ça n'a rien changé. Donc, il faut écouter. Si c'est le cas, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui vivent bien leur boulot, il faut les écouter dans une promesse tenable.
écouter tout ce qui, dans leur travail, à tous les niveaux, peut les empêcher de bien faire et bien vivre leur travail, donc dans toutes les composantes qu'on a vues derrière, Marc-Antoine, technique, organisation, relation, projection. Donc la promesse, c'est j'écoute tout. Vous nous direz peut-être pas tout, mais nous, on est prêt à tout écouter avec des managers formés pour le faire et évidemment des partenaires sociaux à la manœuvre du pilotage avec l'employeur de cette démarche. Donc j'écoute tout. Vous êtes invité à en parler. Deuxièmement, ce qui sera remonté dans chaque équipe, les problèmes qui remonteront, on va pas pouvoir tout faire. Ça tombe bien, il y a une obligation qui va être satisfaite de cette façon-là. Nous allons tout évaluer. C'est-à-dire tous les problèmes qui vont remonter dans chaque équipe ne se valent pas. Les 10 problèmes qui vont remonter, il y en a des plus importants que d'autres, non pas parce qu'ils peuvent faire gagner plus d'argent, c'est pas le tri qui va être fait, il y en a qui peuvent nous faire plus mal que d'autres, de tout ce qui nous empêche de bien faire et bien vivre notre boulot. Donc on va les trier par ordre décroissant, du pire au moins pire, de celui qui peut nous faire le plus mal, physiquement et mentalement. Et ça, c'est la mise à jour de l'évaluation des risques dans chaque unité de travail. Et elle devient le guide de l'action, puisque la troisième étape, c'est agir. Enfin, agir, c'est-à-dire chercher des solutions ensemble. Que les gens ne soient pas juste bons à poser des problèmes, mais à les résoudre. On sait tellement que celui qui fait est celui qui sait, c'est-à-dire qu'il a conscience dans le réel de son travail, de ce qui peut être une solution au problème qu'il a remonté. Et si c'est pas le cas, l'entreprise a d'autres sources pour y arriver. Donc en gros, avoir une promesse qui soit tout écouter pour tout évaluer et agir ensemble par ordre de priorité. Et c'est ça qui fait que c'est pas la boîte de Pandore, parce qu'on va pas tout régler tout de suite, on va partir déjà du premier problème de chaque équipe et on va chercher des solutions ensemble. Et une fois que ça marche, on passe au deuxième, exactement, et au troisième, et au quatrième. Et la dernière condition pour que ça fonctionne, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que on va regarder si ça marche. Donc on va mesurer deux choses, on va compléter nos indicateurs accidents du travail par des indicateurs d'atteinte à votre éventuelle santé physique et mentale. Donc, on va mesurer, on va compléter le regard de l'entreprise sur les deux aspects de la santé. Donc, ça, c'est largement possible. On a des indicateurs qui nous permettent de le faire. Donc, je vais regarder si ça marche sur tous les plans de votre santé. Et enfin, je vais évaluer votre qualité de vie au travail en vous posant la question régulièrement de votre niveau de satisfaction de ce que vous vivez au travail. Et si on fait ça, Marc-Antoine, on est dans les clous d'une promesse tenable qui va transformer l'entreprise par celles et ceux qui le font. Mais tu vois, pas parce que c'est bien, pas parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est au service de sa performance. C'est ça. C'est ce qui a toujours été démontré en termes de réduction d'absentéisme, augmentation de l'engagement, augmentation de l'attractivité, réduction des accidents du travail. C'est-à-dire, on gagne à tous les tableaux, quoi. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les 4 tendances qu'avait dégagé la DARES, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que, pour résumer, la durée de vie d'un employé en entreprise, elle se raccourcit parce qu'on est de plus en plus sur des objectifs de court terme. Donc, on sous-traite et on divise le travail. Donc, on a moins de sens. On a de l'épuisement, aussi une perte de sens dans le travail qui arrive plus vite. Et paradoxalement, tu vois, j'enregistrais un épisode pour le podcast Parole d'acteur qu'on produit avec mes étudiants en marketing de l'IAE de Corse et on recevait Nicolas Baldovini, qui est vice-président de la plus grande agence de com et de marketing du Canada et qui disait aujourd'hui dans son agence, la marque employeur, c'est devenu un des principaux sujets sur lesquels les entreprises viennent les consulter. Donc, en fait, ça veut dire que les entreprises, elles font rien ou pas grand-chose ou pas ce qu'il faut du moins pour prendre soin de leurs salariés, mais par contre, elles sont de plus en plus prêtes à dépenser des tonnes auprès de prestataires pour soigner, valoriser leur marque employeur. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est tellement vrai. Eh ben, à nous de faire en sorte qu'il desserre sa mâchoire, ce serpent-là, et qu'il se mette à aller droit, qu'il arrête de se bouffer lui-même par la compréhension claire, en fait, de pourquoi ma marque employeur déconne, pourquoi est-ce que les gens ont moins envie de postuler chez moi. Et quand on regarde quand même Marc-Antoine, regardez, si tu regardes les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation c'est poursuivre une espèce d'immense dégradation de leur attractivité, alors que ça nous est juste des secteurs essentiels. Des secteurs des pavés entiers de l'entreprise et de certains secteurs d'activité sont en train de subir le même sort. Donc là, il est temps de bien faire et ça sera au profit de tout ce que tout le monde attend d'une entreprise, mais il faut marquer la réussite de ce changement. C'est pour ça que quand je suis sorti de la CARSAT et après avoir créé mon cabinet
que j'ai appelé master. C'était un jeu de mots un peu foireux, ça veut dire management de la santé au travail, par l'écoute et la réponse. J'ai mis ça dans l'ADN du cabinet que j'ai créé il y a 15 ans. C'est pour ça que j'ai dit, mais on va pas y arriver par la petite cuillère, chacun dans nos cabinets les uns après les autres. On va pas y arriver, en fait. On va faire que trop peu par rapport à ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai dit, à la sortie de mon livre qui s'appelle La QVT, en finir avec les conneries, qu'a eu, j'en étais trop content, une belle acceptation. On recommande. De beaux retours. C'est là que j'ai dit, et si on le faisait, en fait, si on lançait par une fondation qui défend donc par nature l'intérêt général et le but non lucratif, et si nous tous, beaucoup des préventeurs que je pouvais connaître, on se mettait à créer une fondation qui donne les clés à tous ces managers, tous ces dirigeants qui veulent, mais qui ont peur de ne pas savoir comment faire, on donne les clés de ce qui fonctionne pour mettre l'écoute au cœur du travail et voir tous les effets que ça va produire sur la santé physique et mentale des travailleurs, des dirigeants aussi, l'attractivité dont tu viens de parler et la rentabilité des boîtes. Et si on lançait un immense projet de recherche qui soit plus chacun de notre côté isolé, mais qui engage ces 1000 entreprises, on le fait de façon bénévole, on sort un référentiel, on met des préventeurs bénévoles en appui pour que toutes ces entreprises partout en France puissent y arriver, qu'elles soient publiques, privées, associatives, de toute taille, tout secteur d'activité. Et moi maintenant, mon mot d'ordre, en fait, Marc-Antoine, c'est faisons-le. En fait, c'est ok, arrêtons de le dire, arrêtons de faire, même si c'est toujours intéressant, un papier de plus qui dit il faudrait, les yaka faucons, yaka vrai con, là, c'est faisons-le. Et là, aujourd'hui, c'est la proposition qui existe. Il y a un site internet qu'on a lancé qui permet à toute entreprise, tout dirigeant, de cliquer sur le site « Ça m'intéresse », d'être mis en contact avec nous et puis de faire partie de celles et ceux qui auront démontré que c'était la voie à suivre et qu'on a tout à y gagner. Tout à y gagner. Et donc, aujourd'hui, pour une entreprise qui nous écoute, comment on peut adhérer ? C'est quoi l'implication en termes de temps? Combien ça coûte? Combien il faut prévoir? Pour y adhérer, il faut aller sur le site, cliquer sur « Je rejoins le projet ». Et à ce moment-là, on prend le relais. Donc, c'est-à-dire, on propose des échanges en visio pour pouvoir donner à l'entreprise, même si elle a beaucoup d'informations sur le site, elle a le référentiel, par exemple, donc la méthode. Si des entreprises regardent, si tu regardes, dans la fondation, il y a de très grands noms de la prévention. Moi, je suis le nain du système. Donc, ils nous ont pas rejoints pour rien. Donc, c'est un référentiel qui n'est pas l'élucubration d'un seul à Marseille qui s'est dit, tiens, je vais faire du buzz, quoi. C'est de grands noms de la prévention, des grandes institutions, qui ont dit, qui ont dit, voilà, ça, c'est la démarche en laquelle on croit et qu'on vous propose d'adopter. Et cette démarche-là, elle est téléchargeable sur le site gratuitement, évidemment. Tout est gratuit. Le lien est en description de l'épisode. C'est gentil, Marc-Antoine. Et donc, si ça l'intéresse, il y a un peu de vidéo, etc., elle se connecte et derrière nous, on lui dit, OK, allons-y. Donc, la première des choses, ça va pas t'étonner, c'est que l'employeur, je dis bien l'employeur, doit nous adresser une lettre d'engagement. Donc, on lui donne la trame, mais une lettre d'engagement de son établissement. Et il dit, OK, voilà pourquoi j'y vais, ce que je m'engage à faire, etc. Et cet engagement, elle sera rendue publique sur notre site. C'est-à-dire que toute personne pourra dire, tiens, voilà ce que cet employeur dit, ce qui est important, et ça jouera sur son attractivité, mais ça l'engagera aussi, quoi. Une fois qu'il a produit sa lettre d'engagement, il récupère le référentiel et il aura, on a appelé ça des référents bénévoles, le plus proche de lui, il y en a en Corse. Oui, on salue Pierre Lecuyer et Thierry Bonomo de Préventea qui sont du côté de Bastia. Donc, il y aura des référents qui pourront l'aider à bien comprendre le projet, en gros. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, le référentiel dit ça, parce que parfois, ça peut être un peu technique, puis tout le monde n'est pas accoutumé à ça. Et bénévolement, il aura quelqu'un qui l'aidera à préparer la réalisation de son projet, à le structurer. Et l'étape qui suit son engagement, c'est une étape simple, c'est, il me demande ça, on a un référentiel avec 10 blocs de compétences. En gros, qu'est-ce que j'ai chez moi, parce qu'il y a déjà plein de choses que j'ai, et qu'est-ce qui me manque? Ce qui est fait n'est plus à faire, tant mieux. Ce qui n'est pas fait ou pas totalement fait reste à faire. Ce reste à faire, ce sera donc sa feuille de route, santé et qualité de vie au travail, que l'établissement décidera, et c'est lui qui décidera, pas nous, de la mettre en œuvre sur 1 an, ou 2 ans, ou maximum 3 ans. C'est lui qui jalonne, selon ses moyens, ses ambitions, ce qu'il a à faire. Donc, c'est clé en main pour l'employeur. Il repart avec un diagnostic, un plan d'action et avec les priorisations. C'est ça. Et qu'il négocie, s'il en a, soit avec ses partenaires sociaux, son CSE, qui est évidemment dans le comité de pilotage d'action, soit pour les petites entreprises ou des boîtes qui n'ont pas de CSE, avec ce salarié qu'on appelle le salarié désigné compétent,
que chaque entreprise, même de 1 salarié, doit avoir soit dans ses effectifs, soit auprès de la médecine du travail, des services de prévention santé au travail, ou même auprès des CARSAT ou des consultants qui veulent et peuvent le faire, quoi. Donc en gros, voilà, il a sa feuille de route, après avoir fait son autodiagnostic, l'assistance d'un référent projet 41-21, et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il sait ce qu'il doit faire, il a défini lui-même ce qu'il y avait, ce qu'il n'avait pas, ce qu'il faut faire et quand, il le fait. Et tous les ans, il renvoie à la fondation là où il en est par rapport à ce qu'il a prévu. Et nous, ce qu'on lui demandera, c'est des données de santé au travail, des données de rentabilité de la démarche avant qu'il s'engage. Donc, par exemple, on lui demandera, avant de partir, le niveau d'accident du travail, le turnover, on lui demandera des données de santé physique et mentale pour avoir le point zéro. On lui demandera aussi de nous donner des données chiffrées du temps et des sous qu'il va passer à mettre en place la démarche pour voir ce que ça lui coûte. Et ensuite, au milieu et à la fin, on fera la différence. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? C'est la rentabilité. Et on fera la différence sur l'impact qu'elle aura pu avoir par rapport au début sur la santé physique et mentale des travailleurs, des dirigeants et l'attractivité des entreprises. Et tout ça ne sera pas fait par établissement. C'est-à-dire qu'on dira de façon consolidée, et c'est pas nous qui le ferons, c'est le Conservatoire national des arts et métiers, qui sera l'organisme scientifique d'évaluation, qui prendra toutes ces données de tous ces établissements, on en espère 1000, qui scientifiquement statuera sur la plus-value qui aura été apportée à chacune à partir de chacune de ces remontées, qui établira globalement les gains qu'une démarche va pouvoir générer sur l'ensemble des entreprises engagées. Donc, pour les entreprises, un accompagnement gratuit pour performer sur le management de la santé au travail, pour fidéliser ses employés et pour en même temps contribuer, participer à un projet national qui regroupe 1000 entreprises et avec une démarche scientifique. Une méthode téléchargée gratuitement, un accompagnement à préparer cette méthode. Ce qui est gratuit, c'est le référent qui va l'aider à comprendre, construire et accompagner le pilotage de sa méthode. Par contre, ce qui va coûter de l'argent à l'entreprise, c'est le temps qu'elle va passer, on l'a dit tout à l'heure, à la mettre en œuvre, et c'est aussi les moyens qu'elle va mettre en œuvre. Je fais simple, Marc-Antoine, s'il y a besoin de réorganiser le travail et s'il y a besoin de changer quelques outils de travail, ça va lui coûter ça, quoi. C'est l'effort de prévention, et ça, évidemment, on va pas pouvoir, malheureusement, lui financer ça. Ça, c'est ce qui lui permettra à elle, de toute façon, si elle n'engage rien, elle n'obtiendra rien, de passer d'un état à un autre. Ok. Et donc, parmi les boîtes que vous accompagnez avec 41-21, on trouve quel type d'entreprise? On a des petites entreprises déjà, souvent elles sont absentes du sujet, on parle beaucoup des TPE, etc. On a des entreprises de 1 salarié. Et l'anecdote, il y a même une entreprise qui a 0 salarié qui m'a dit, je veux y aller. Je lui dis, vous n'avez pas de salarié, pourquoi? Et il m'a dit, je vais en avoir un et je veux que tout soit prêt pour qu'il soit super bien accueilli sur sa santé physique. C'est trop bien. Donc voilà, on a des entreprises qui sont d'un niveau supérieur d'effectifs, des entreprises qui sont dans la métallurgie, etc. On a quelques grandes entreprises qui sont prêtes, je peux pas encore les citer, mais qui sont prêtes. Je peux pas les citer, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore envoyé leur lettre d'engagement, mais elle est à la signature, qui veulent engager un grand nombre de leurs établissements, notamment dans le domaine de la santé. Et ça, il y a tellement de besoins que j'en suis content. Et puis, on a Bicorp. Donc ça, je sais pas, je pense que tu connais, mais je sais pas si tout le monde connaît. Mais on a Bicorp avec sa structure française de pilotage qui s'appelle Bilab. Tous les pays ont un Bilab qui coordonne les entreprises certifiées Bicorp. Et donc, on a Bilab qui, pour ses effectifs, s'est officiellement engagé dans le projet 41-21, convaincu que c'est le renfort nécessaire à l'approche de la responsabilité sociétale des entreprises qu'ils défendent, quoi. Et non seulement, donc évidemment, il se l'applique et c'est une joie qui nous est rejoint dans l'aventure, mais ensuite on prévoit de faire une promotion de cet engagement-là dans le projet 41-21 auprès des entreprises certifiées Bicorp par leur intermédiaire. Peut-être. C'est ça. S'ils n'y croyaient pas, ils ne seraient pas venus. À nous de montrer que ça marche, mais on est super heureux aussi de les avoir avec nous dans l'aventure, quoi. Pour y aller, on vous met le lien en dessous de l'épisode pour vous inscrire au projet 41-21. On arrive à la fin de cet épisode, Vincent. Si tu avais un dernier conseil à donner à un manager, directeur RH, QHSE, à un employeur, qu'est-ce que tu leur dirais?
Si j'avais un dernier conseil, je dirais, je vais séparer les deux parties, si tu veux bien, à un employeur et à un non-employeur, comme tu dis, DRH, cadre, etc. Parce que c'est pas les deux mêmes conseils que je donnerais. Si j'avais un conseil à donner à un employeur, il est hyper simple. Foncez dans le projet 41-21 et vous allez voir tout ce que vous allez gagner, y compris pour l'attractivité de votre boîte et la fierté d'avoir mené cette aventure ensemble. Ça, c'est le premier conseil à l'employeur. Si j'avais un conseil à donner à un DRH, à un cadre, à un manager sur ce sujet-là, je dirais, ne renoncez jamais à l'écoute de vos travailleurs, même si vous n'avez pas les clés pour pouvoir répondre à tout ce qu'ils vont avoir comme besoin. C'est le conseil que je donnerais. Ne renoncez jamais. Par contre, n'allez jamais écouter en promettant des choses qui ne pourront jamais se produire. N'y allez pas avec la fleur et le fusil. Allez-y de façon structurée. Annoncez la couleur à votre équipe. Si votre dirigeant n'est pas engagé, ne renoncez pas à l'écoute. Par contre, dites à votre équipe, voilà ce que je pourrais faire et voilà ce qu'on ne pourra pas faire. Donc, en gros, voilà. Parce que parfois, et c'est marrant, Marc-Antoine, c'était encore hier, vous voyez, j'ai un cadre qui m'a dit, moi, j'ai peur d'écouter parce que je sais que je pourrais pas changer le logiciel qui les fait tous chier ou les locaux qui les emmerdent parce qu'ils sont en flex office. Donc, je lui dis, mais non, tu peux pas parce qu'il y a des tas de choses que tu pourras faire, même si toi, tu trouves que c'est à la marge. C'est n'empêche ta responsabilité puis ton envie, puisqu'il m'en parlait, de pouvoir accomplir tout ce que tu pourras accomplir comme marge de manœuvre, dans les marges de manœuvre qui seront les tiennes, pour ne pas laisser cette écoute en silence. En fait, ça revient à ce que tu disais au tout début de l'épisode. La grande oubliée aussi de la santé au travail, c'est aussi la santé des managers. Parce qu'on se retrouve face à des remontées, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ben oui, mais c'est pas une fatalité, voilà. Donc là maintenant, faisons-le. Tous ceux et celles qui m'ont dit souvent, ouais, mais comment on fait concrètement? Vous dites des choses, etc. Ben maintenant, c'est dans vos mains, c'est dans les mains. Je rêverais qu'en Corse, on ait une levée d'établissements qui disent on y va. Ce serait formidable. Donc voilà. On espère que cet épisode y contribuera. J'espère beaucoup, puis je te remercie beaucoup pour m'en avoir donné la chance. Merci beaucoup à toi Vincent, c'était top de t'avoir sur ce podcast. Et si on veut te contacter pour une conférence ou pour en savoir plus sur le projet 41-21, deux moyens. Le plus simple, c'est LinkedIn. Deuxième moyen, sur le site, il y a contactez-nous et je saurai prendre le relais de cette demande de contact. Top, merci Vincent. Merci beaucoup Marc-Antoine pour tout ce que tu fais et puis au plaisir de se revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.